autoriser la fermeture des établissements scolaires. Aujourd'hui, le recteur va prendre la parole pour faire un point sur les éventuelles conditions de rentrée scolaire 2020-2021. Des éléments de réponse avec le recteur Alain Elliott, le camarade. Bonjour à tous, merci d'être là, merci aux médias d'être là. Je vais essayer d'être rapide, je pense que le plus important en ce jour, c'est que je réponde à vos questions. Et donc merci à mes cadres d'être là et de venir me soutenir, c'est très gentil. Donc très rapidement, je vais brosser quelques grandes lignes de comment on a conçu la rentrée, et après je me rendrai disponible pour répondre à vos différentes questions. En préambule, je vais dire qu'évidemment, quand je dis comment on a conçu, c'est évidemment qu'on a fait une forte et importante concertation avec tous les acteurs du territoire, les acteurs de la collectivité territoriale et son président en premier. Nous avons aussi vu l'ensemble des maires, avec le président de l'association des maires. Nous avons vu les grands élus, les parlementaires. Et quand je dis nous, c'est systématiquement avec l'appui et le soutien du préfet de la région. Et ce matin, nous sortons d'une différente points de concertation qui sont avec les organisations professionnelles. Et deuxièmement, nous venons de terminer un CHSCT qui s'est plutôt bien passé. Donc voilà en gros l'état de la concertation à ce stade. Nous allons la continuer bien entendu parce que la dynamique de l'épidémie faisant, les choses changent au jour le jour. Et comme les choses changent au jour le jour, de concertation permanente. En gros, tous les acteurs que nous avons rencontrés, sans exception, sont unanimes et d'accord avec nous sur le fait que nous devons faire entrer les élèves. Donc, il n'y a aucune discussion sur ce point. Nous devons faire entrer l'ensemble des élèves de la Guyane. Ça fait quand même 6 mois qu'ils ne sont pas allés à l'école. Donc, tous les acteurs politiques, syndicaux, que nous avons rencontrés sont sur la même ligne. Maintenant, toute la question, c'est, compte tenu des circonstances, quelles en sont les modalités, quelle année le calendrier, quelle est l'organisation que nous avons prévue, sachant que nous avons un territoire, comme vous le savez, où les situations sont très hétérogènes de l'est à l'ouest. Les situations sont même très hétérogènes d'une commune à l'autre, et je veux même dire, à l'intérieur de certaines communes, il faut prendre des grandes communes comme celle de Maripasoula, les situations sont hétérogènes aussi à l'intérieur des communes. Ce qui fait que nous avons des grandes lignes qui sont académiques, mais nous avons choisi aussi de laisser une certaine autonomie locale pour les circonscriptions, voire même à l'échelle des écoles, et surtout pour les différents établissements, qui n'ont pas les mêmes situations, à la fois épidémiques, à la fois en termes de structure, de volume, et à la fois en termes éventuellement d'internat ou non. Donc, les conclusions à ce jour, qui peuvent évidemment évoluer avec l'évolution de l'épidémie sur notre territoire, évolution qui est plutôt favorable ces jours-ci, même si hétérogène. Nous allons donc maintenir la rentrée au 1er septembre. Donc la rentrée scolaire se fera bien au 1er septembre, avec maintenant des modalités, un calendrier qui peut varier d'un endroit à l'autre. Donc cette rentrée est prévue au 1er septembre, et maintenant le point sur lequel je vais insister, c'est sur l'accueil des élèves. On est au 1er septembre, traditionnellement dans l'éducation nationale, vous le savez, il y a une pré-rentrée des enseignants qui se fait la veille de la rentrée, c'est-à-dire le 31 août. Compte tenu des circonstances et compte tenu du temps que nous avons mis sans organiser nos écoles physiquement, j'ai décidé donc de leur donner une journée supplémentaire, donc la pré-rentrée va durer 48 heures, dans tous les établissements premier et second degré.
c'est-à-dire les 31 août et 1er septembre. À partir du 2, donc mercredi, jusqu'au 4, vendredi, nous allons avoir un accueil des élèves qui sera progressif et adapté aux circonstances de chacun des établissements et de chacune des communes et chacune des écoles. Donc, du mercredi au vendredi, les chefs d'établissement auront toute autonomie pour organiser l'accueil progressif des élèves, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Dans le premier degré, idem, sauf qu'évidemment, vous savez que beaucoup d'écoles et beaucoup de communes et beaucoup de circonscriptions ne travaillent pas le mercredi, donc ça fait une journée supplémentaire de préparation pour les enseignants. Et ensuite, ça va se passer de la même façon, le jeudi et le vendredi, les directeurs d'école, sous l'autorité des IEL, auront tout le loisir et toute la compétence et surtout le savoir local en collaboration avec les maires des communes pour organiser l'accueil progressif des élèves le jeudi et le vendredi. Ce qui est important, capital, c'est que le lundi 7, tous les élèves de Guyane, dans les endroits où ce sera possible, tous les élèves de Guyane, tous seront rentrés à l'école. Donc il y a phase d'ajustement, des 3 et 4, qui est sous l'autonomie, sous la responsabilité des chefs d'établissement, et après le lundi 7, tous les élèves vont rentrer à l'école, que ce soit le premier ou le second degré. Donc tous les collèges, tous les lycées accueilleront tous les élèves au plus tard le lundi 7. Ceux qui veulent anticiper ont l'autonomie de le faire, ont la liberté de le faire, ont la flexibilité de le faire à partir du mercredi 3. À une exception près, comme je vous ai dit, et comme je l'ai dit, la dynamique de l'épidémie n'étant pas hétérogène sur notre territoire, il y a une partie dans le territoire, la partie ouest de notre territoire a un petit décalage en termes de dynamique sur l'est. Donc, ce sur quoi nous sommes convenus, c'est que dans le premier degré, à Saint-Laurent du Maroni, nous allons décaler d'une semaine, parce que la dynamique de l'épidémie est elle aussi décalée entre Cayenne-Kourou et Saint-Laurent. Pourquoi je ne décale pas le second degré? C'est tout simplement parce que dans le second degré, collège et lycée, les élèves ont l'obligation de porter des masques, comme les enseignants et comme les personnels administratifs. Donc tout le monde portera un masque, alors que comme vous le savez, dans le premier degré, le masque n'est pas obligatoire en dessous de 11 ans, et même il est déconseillé pour les plus jeunes. Donc pour cette raison, et parce qu'il y a un décalage entre la dynamique de l'épidémie à l'est, au centre, et la dynamique de l'épidémie à l'ouest, nous avons décidé, en accord avec la maire de Saint-Laurent, de décaler très légèrement la rentrée des primaires et des élémentaires, des primaires et des élémentaires du côté de l'ouest de la Guyane, et à Saint-Laurent-du-Maroni en particulier. Donc voilà en gros la construction. Nous faisons une rentrée de tous les élèves, mais dans des dispositions sanitaires qui sont extrêmement strictes. C'est le compromis que nous avons trouvé. Aucun élève, certains de nos élèves ont beaucoup pâti de la période actuelle, la période que nous avons vécue. Ça fait 6 mois que certains ne sont pas allés à l'école, ça fait 6 mois que certains, parce que
déficit d'équipement, parce que déficit de connexion, n'ont même pas pu bénéficier de la continuité pédagogique que nous avons faite. Et donc, pour ces élèves-là, il est urgent qu'ils reviennent. Donc, nous avons tous les élèves qui rentrent, mais dans des conditions sanitaires qui sont extrêmement strictes. C'est pourquoi, comme je disais, le port du masque est obligatoire en collège et lycée pour les élèves, pour les enseignants et pour les personnels administratifs. Pour le premier degré, le port du masque est obligatoire pour les enseignants et pour les personnels administratifs et communaux, mais bien entendu, il n'est pas pour les plus petits, pour les élèves. Donc voilà grosso modo l'organisation de la rentrée, dont j'espère qu'elle se passera de la meilleure des façons. Je sais que les personnels de l'éducation nationale ont eux aussi hâte de reprendre. Je sais que les familles se posent la question de la reprise. Voilà le calendrier qui leur est donné. Chacun s'adresse à son école, à son collège, pour savoir si son enfant fait partie de ceux qui vont rentrer dès le 3, dès le 4, dès le 2. Mais il est certain pour tout le monde que tout le monde rentre le 7 au plus tard. Nous assurons les conditions sanitaires qu'il faudra, avec d'un côté les maires qui en sont déjà, qui se sont déjà... Voilà. Il y en a même qui ont déjà totalement équipé les écoles. Je les en remercie. Et pour le second degré, évidemment, avec la collectivité territoriale qui a investi massivement dans les équipements qu'il faut pour maintenir tous les gestes qu'il faut, les gestes barrières notamment. Je ne vais pas les citer, les savons, les gels hydroalcooliques, et ainsi de suite. Ils vont même plus loin en mettant dans certains endroits des fontaines à pied. Donc, nous sommes prêts. Nous ferons au mieux. Je veux ici rassurer profondément les parents pour dire que si nous avons besoin de faire la rentrée et que nous sommes aujourd'hui en capacité de dire, parce que les autorités sanitaires nous les ont garantis, que nous pouvons faire cet accueil. Et comme d'habitude, une rentrée scolaire, ce n'est pas que l'éducation nationale, ce n'est pas que les partenaires d'éducation nationale, que sont les communes, la collectivité, c'est aussi tous les citoyens. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Évidemment que la qualité de la rentrée dépendra aussi de tout ce que l'on fera, chacun de nous, d'ici la rentrée. Si la dynamique de l'épidémie reste celle qu'elle est, parce qu'on a continué de faire des efforts, la rentrée se passera mieux. Si on relâche tout, chacun de nous, en tant que citoyen, en tant qu'individu, évidemment, ça peut avoir des incidences sur la rentrée. Donc, elle nous appartient à tous, cette rentrée. Elle nous appartient vraiment à tous. Et la qualité et la réussite de cette rentrée ne se fera qu'en fonction des efforts que nous, Éducation nationale, nos partenaires collectivités et toute la communauté éducative, nos personnels, feront, mais aussi ce que les citoyens, et en particulier les citoyens parents d'élèves, feront. Donc, nous devrons nous y mettre tous. Nous allons continuer, comme je dis, la concertation, parce que les organisations internes dans chacune des écoles, c'est bien de le rappeler, sont évidemment discutées dans les conseils de chacune des écoles. Et dans ces conseils des écoles, il y a des parents d'élèves, il y a des représentants des parents d'élèves. De la même façon, dans le second degré, il y aura concertation dans les instances des collèges et lycées, et en particulier le conseil d'administration, dans lesquels les parents d'élèves aussi locaux, les parents d'élèves directement impliqués, sont concernés et sont représentés. Donc c'est comme ça que nous allons continuer d'avancer en termes de concertation, pas seulement une concertation au niveau académique, mais une concertation locale. La nécessité de chacun des espaces, chacun des écosystèmes de nos établissements soit prise en compte. Et donc nous allons
nous engager résolument dans ce sens. Pour finir, et je sais que vous avez un certain nombre de questions que vous allez me poser, il y avait jusqu'à aujourd'hui un certain nombre de nœuds qui auraient pu faire en sorte que la rentrée soit rendue encore plus difficile, et notamment pour une partie de nos élèves. La question des transports, la question de l'hébergement, la question d'hébergement en famille d'accueil ou en internat, mais tous nos partenaires sont unanimes là-dessus aussi. Sur les questions de transport, la collectivité territoriale a pris l'engagement, je peux le dire publiquement, d'organiser les transports avec le calendrier que je viens de vous donner. C'est-à-dire que dès le 2 septembre, les transports seront organisés avec avec le respect le plus grand des protocoles sanitaires en vigueur. L'hébergement des élèves, là aussi, dans le second degré, particulièrement la collectivité territoriale s'est aussi engagée pour organiser l'hébergement en internat comme en famille d'accueil de la manière la plus stricte possible, avec des aménagements qui ont été validés par le conseil scientifique de la collectivité territoriale. Donc nous aurons des internats ouverts, nous aurons des transports organisés, et même nous aurons la restauration scolaire qui sera elle aussi organisée dans les mêmes conditions. C'était des nœuds qui étaient très difficiles pour nous, et notamment parce que vous savez qu'on a une partie de nos élèves qui sont retournés dans leur famille sur les sites isolés, ils sont à peu près 700. Il faut organiser leur retour, et c'est majoritairement eux qui ont besoin d'internats et de familles d'accueil. Et donc il fallait organiser cela avec la collectivité territoriale, ce qui est fait aujourd'hui, et tous les engagements sont pris dans ce sens. Il nous reste quelques sujets à gérer, pour être totalement transparent, et qui sont gérés par les autorités sanitaires et en particulier par les autorités de sécurité. On sait tous qu'on a des frontières qui, pour des raisons sanitaires aujourd'hui, sont fermées. Et donc ça dépend strictement de l'autorité du préfet. Et nous avons des élèves qui, parfois, dans certaines parties du territoire, habitent de l'autre côté de la frontière. Donc, un consensus a émergé actuellement sous l'autorité du préfet, bien entendu, entre la collectivité territoriale pour le second degré, les maires concernés pour le premier degré, et nous-mêmes, pour dire qu'il faut qu'on trouve des solutions à la fois réglementaires, à la fois juridiques et à la fois sanitaires pour permettre à ces élèves de revenir dans les établissements. Mais pour cela, nous avons besoin d'un peu de temps supplémentaire. Et donc, nous ne les accueillerons pas dès le 2, 3, dès la rentrée. Il nous faut organiser leur retour et on prendra le temps qu'il faut pour que ce soit réglementairement juste, sans aussi prendre trop de temps pour ne pas les pénaliser durablement. Mais nous prendrons le temps pour cela. Donc, pour ne pas être très long, je termine là-dessus et je me tiens prêt à vous répondre à vos questions. Tous les acteurs de l'éducation nationale convergent. Et ça, je m'en réjouis très fortement et je remercie chacun, et en particulier les personnels d'éducation, le personnel administratif, le personnel enseignant. Nous maintenons la rentrée 1er septembre. Et l'accueil des élèves se fera progressivement, avec la plus grande autonomie locale, mais avec un délai qui est le 7 septembre. Tous les enfants de Guyane rentrent à l'école, premier et second degré, mis à part Saint-Laurent, le 7 septembre prochain.
Voilà ce que je pouvais dire. Je pense que je me tiens disponible pour vos questions. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Évidemment que je suis à votre totale et entière disposition. Monsieur le Directeur, au début de votre propos, vous disiez que vous avez fait une large concertation. Ce matin, Malibri Santé a organisé une conférence de presse où ainsi que la représentante des parents d'élèves se sont plaints du fait de ne pas avoir été associés à vos discussions. C'est vrai, ce que vous dites, mais c'est vrai aussi, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, si vous prenez la totalité, c'est que la concertation continue. La concertation continue, je vous ai donné le point de situation aujourd'hui. La rentrée, c'est dans 2 semaines, donc la concertation continue. Première chose. Deuxièmement, évidemment que, et je vais le dire très simplement, dans toute organisation comme la mienne, de l'État, il y a des élections professionnelles et il y a ce qu'on appelle les organisations professionnelles représentatives. Donc j'ai commencé par celle-là, mais évidemment que je verrai toutes les autres organisations professionnelles avant la rentrée. Deuxièmement, pour ce qui concerne les parents d'élèves, la fédération, il y a trois associations de parents d'élèves en Guyane. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, j'ai décentralisé au moins l'organisation de la semaine d'ajustement dans les écoles, dans les collèges et lycées. Comme je décentralise, ce sont les instances de ces établissements-là, auxquels participent les parents d'élèves, qui vont s'emparer de la question de manière locale et donc, de mon point de vue, de la manière la plus fine. Il n'en demeure pas moins qu'on ne va pas faire la rentrée sans rencontrer notamment les autres représentants des parents d'élèves, et on ne va pas faire la rentrée sans rencontrer non plus les fédérations pour faire le point. C'est-à-dire que je préfère faire, excusez-moi de l'anglicisme, je préfère faire du bottom-up que du top-down pour la rentrée. Je préfère faire du bottom-up, que l'information vienne des établissements, vienne des écoles, et après, au moment où on devra faire la synthèse de tout cela, parce que mes inspecteurs, mes directeurs d'école, avec les instructions qu'ils ont dès aujourd'hui, ils vont travailler sur le terrain et ils vont remonter les informations. Et c'est ça, la synthèse qui sera discutée avec les fédérations académiques. Pour le nombre d'élèves par classe, est-ce qu'on va garder le même nombre d'élèves? Est-ce qu'on va les diviser par 2? Comment ça va se passer? Merci pour votre question. J'y ai répondu sans doute partiellement. Nous allons accueillir tous les élèves, mais avec des règles de circulation, de barrières extrêmement strictes dans les établissements. Non seulement si je le fais, vous imaginez bien que j'ai le feu vert des autorités sanitaires. Je ne vais pas prendre de dispositions de ce type-là si les autorités sanitaires, au moins locales, je vous ai cité le conseil scientifique et la direction de l'ARS, sous la coordination du préfet. Je ne peux pas faire rentrer des élèves dans les classes sans l'aval des autorités sanitaires, première chose. Mais je pense aussi que étant donné la dynamique de l'épidémie aujourd'hui, telle qu'elle nous est dite et telle qu'elle nous est présentée, et je l'ai dit, il y a beaucoup d'élèves qui sont dans des situations aujourd'hui où, si ça continue, vous savez, ce n'est pas linéaire, le fait de je rate 2 jours d'école, je rattrape 2 jours d'école. Non, ce n'est jamais totalement linéaire. Si je rate 2 jours d'école, il m'en faudra peut-être 4-5 pour retrouver mon niveau d'avant. Donc, je préfère remettre tous les élèves à l'école et prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que ça se passe de la meilleure des façons. C'est pourquoi je laisse le masque obligatoire, à métropole c'est plus le cas, je laisse le masque obligatoire en collège et lycée, et qu'on prend toutes les mesures qu'il faut dans le premier degré. On est bien sûr de pouvoir accueillir les 25 élèves, par exemple, dans une classe avec les distanciations sociales obligées d'un mètre dans
Vous savez, mon médecin conseil n'est pas là, si, je ne sais pas. Il y a la doctrine sanitaire aujourd'hui, c'est que s'il y a possibilité de distanciation, le masque n'est pas obligatoire. Oui. C'est pourquoi je rends le masque obligatoire. Ah. Est-ce que les masques sont gratuits? Est-ce que c'est envisagé de les distribuer gratuitement dans les établissements? Au moins pour les plus petits. Non, je vais même aller plus loin. Vous savez, je ne peux pas dire aux parents d'élèves, il faut absolument que vos enfants rentrent à l'école, parce qu'ils en ont besoin, parce que la Guyane en aura besoin demain, et je leur dis, vous vous débrouillez pour les masques. Voilà. Donc les masques seront pris en charge par le rectorat. À raison de combien par semaine? La règle, elle est simple. C'est 2 masques par jour de présence dans l'école, dans l'établissement. Les écoles, évidemment, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de masque obligatoire, donc je ne mettrai pas des masques dans les écoles. Mais dans les collèges et lycées, c'est 2 masques par jour de présence dans l'établissement. Ceci est vrai pour les élèves, ceci est vrai pour les enseignants, et ceci est vrai, je vous l'ai dit, y compris pour les personnels administratifs et les personnels des collectivités territoriales. Et nous fournirons les masques tant que de besoin. Donc, dans les établissements publics et privés ou uniquement publics? Tout ce que je vous ai dit est valable pour les établissements publics et les établissements privés sous contrat. Tous les établissements privés sous contrat sont logés exactement à la même enseigne que les établissements publics. En cas de détection de clusters ou de foyers dans les établissements, quels sont vos axes, quels sont le plan d'action que vous avez élaboré, mis en place? Nous avons ce n'est pas un plan d'action éducation nationale, hein, c'est des questions sanitaires. Donc le protocole de prise en charge, il est clair, il est strict, nous l'avons déjà appliqué, parce que je vous rappelle que nous sommes dans une situation, les premiers cas en Guyane, c'est le 4 mars dernier. Donc entre le 4 mars et le 17 mars, nous avons des situations de contamination éventuelle, qui venaient d'ailleurs, mais qui existaient, et que le protocole, il est strict, il est carré, ce n'est pas nous qui le définissons. Et de toute façon, je ne participe pas directement à ce protocole, c'est mon directeur de cabinet qui pilote, mais c'est la personne qui pilote le dispositif, c'est le médecin, conseiller technique du recteur, qui gère en relation étroite avec l'ARS, et je n'ai pas d'intervention particulière là-dedans, parce que le protocole, il est standard, il est carré, il est fait. Ça consiste à quoi? S'il y a un cas, s'il y a même un soupçon de cas, c'est-à-dire un élève qui présente quelques symptômes dans un collège, on va prendre cet exemple-là. Ce qui est fait, il est signalé au chef d'établissement et pris en charge par l'infirmière scolaire. L'infirmière scolaire, un premier diagnostic rapide, elle va appeler les parents qui vont venir récupérer l'enfant éventuellement, certainement. Mais si les symptômes, donc on va le mettre à l'isolement, cet enfant, on va le mettre à l'isolement, et si les symptômes persistent, évidemment, l'élève est testé. S'il s'avérait, ce qui est très rare, hein, depuis que le virus est apparu en Guyane, si l'élève est éventuellement testé positivement, ce que je dis pour l'élève est vrai pour l'enseignant aussi, est testé positivement, qu'est-ce qui est fait? L'ARS fait ce qu'on appelle une étude épidémiologique, c'est-à-dire pour identifier tous les élèves qui ont été en contact avec l'élève en question. Et c'est l'ARS qui nous dit, via mon médecin conseil, si l'élève a été en contact avec beaucoup d'élèves,
Dans ces conditions-là, si c'est 2-3 élèves, on met aussi à l'isolement les 2-3 élèves en question. Si c'est toute la classe, on met toute la classe à l'isolement, en quatorzaine. Et si c'est tout l'établissement, on met tout l'établissement en quatorzaine. Ça ne nous est pas encore arrivé, mais ce n'est pas le recteur qui décide de la mise en quatorzaine de tel ou tel établissement ou la fermeture de tel ou tel établissement. Pour des raisons sanitaires, c'est des procédures qui sont sanitaires. Ça nous est arrivé, pour vous donner encore un exemple plus précis, d'avoir un enseignant d'un lycée bien connu qui est arrivé le 5 mars dernier en Guyane. On a su le mardi, en fin de journée, qu'il était positif. Il a fait cours le lundi et le mardi matin. Donc, comme c'était un enseignant et qui n'avait porté pas de masque à cette époque-là, on a mis en quatorzaine les 3 classes dans lesquelles il avait enseigné, avec un suivi particulier de l'ARS. C'est comme ça qu'on va continuer d'agir. On ne peut pas mettre en danger quelque enfant que ce soit et quelque personnel que ce soit. Donc, dès qu'il y a la procédure, elle est déclenchée immédiatement. Les chefs d'établissement le savent, les directeurs d'école le savent. Dès qu'il y a un soupçon d'eux, on met les infirmières scolaires sur le coup et les appelle le directeur de cabinet du recteur et la médecin conseil du recteur qui prennent ça en main en collaboration avec l'ARS. C'est comme ça que l'on fait. Et si ça doit arriver, si ça doit aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, nous fermons l'établissement sans état d'âme. Le distanciel a créé des écarts et des inégalités, notamment en isolés, qui n'ont pas accès au numérique. Est-ce que le rectorat prévoit de renforcer cette équipe enseignante? Quels sont les moyens alloués pour ces personnes qui doivent rattraper ce retard-là? Très bien. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont... La question n'est pas toujours des moyens, hein, ce n'est pas toujours des moyens du nombre d'enseignants. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, dont certains ont fonctionné déjà depuis cet été, ce qu'on appelle l'école ouverte, les vacances apprenantes. C'est Madame Madazène qui est ici, qui suit ça de près. Ça s'est fait à Saint-Laurent, ça s'est fait à Matoury, et voilà. Et voilà, il y a l'IMAPO. Donc ça, c'était la période de vacances. Les vacances apprenantes dans le cadre de l'école ouverte. Maintenant, et merci de votre question, dès la rentrée, on aura, je ne sais pas, sous le contrôle de la doyenne qui est ici, du second degré, les instructions sont relativement claires. Déjà, on ne pourra pas faire une rentrée pédagogique comme si de rien ne s'était passé. Donc les premiers mois de la rentrée, entre septembre et la Toussaint, l'organisation pédagogique elle-même sera revue, les inspecteurs y travaillent, premier et second degré, et donc ce que je leur ai demandé, de toute façon il n'y a même pas eu besoin de leur demander parce que de toute façon ça allait de soi, ce n'est que du bon sens, c'est d'évaluer massivement le plus possible les élèves à la rentrée pour pouvoir identifier les besoins de chacun et comme ça pouvoir introduire un accompagnement spécifique de chacun. Certains, ça va être de la consolidation, d'autres, ça va être du rattrapage, notamment ceux dont vous parlez, qui sont un peu sortis du chemin pendant la période de confinement, pour des raisons d'équipement, c'est vrai, pour des raisons d'éloignement géographique, c'est vrai. Donc ceux-là, ils auront peut-être des besoins qui seront aussi à... Et donc pour finir, en termes de moyens, nous avons un dispositif d'accompagnement, de soutien, qui s'appelait Devoir fait, et que nous allons aujourd'hui étendre massivement et largement sur l'accompagnement des élèves, ne serait-ce que dans les premiers mois, jusqu'à la Toussaint. Donc j'ai demandé aux chefs d'établissement, aux IEL, d'organiser les emplois du temps,
dans ces premières semaines, de manière à faire bénéficier le plus massivement possible de ce dispositif-là. Mais avec un point qui est fondamental, les pertes de 2 ans ne sont pas équivalentes aux pertes des autres. Il y a aussi hétérogénéité entre les élèves. Donc ce qui est important pour moi, c'est que l'accompagnement soit le plus fin possible, le plus près possible des besoins de chacun. Et ça, on s'en donnera tous les moyens. On s'en donnera tous les moyens. Monsieur le recteur, pardonnez-moi, dernière question pour ma part. En tout cas, quand la cantine va-t-elle être maintenue? La cantine, est-ce que justement... J'en ai discuté avec les maires, j'en ai discuté avec le président de la collectivité, pour les collèges et lycées. Très sincèrement, ça ne nous a pas apparu comme une question insurmontable. Parce que, ne serait-ce que les dispositions de la cantine, déjà, on peut augmenter le nombre de rotations, le nombre de services. On ne peut pas faire les services toute la journée. Mais en même temps, vous savez, quand vous mettez un plateau repas, il peut faire jusqu'à 50 cm. Il faut 1 mètre. Donc, le plateau repas qui est à côté, il n'y a pas besoin de remettre 1 mètre. Vous voyez, il n'y a pas besoin de remettre 4 mètres ou je ne sais pas quoi entre les élèves. La distanciation peut se faire de manière sans que ça en devienne quelque chose d'insurmontable. Donc, les maires en ont conscients, et donc, dans leurs engagements les uns les autres, ils vont faire la restauration scolaire. Mais ce qui est important aussi, dans les situations inédites comme celle que nous vivons, je pense qu'il y a besoin que chacun de nous, et notamment tous les responsables qui sont là, ait un peu d'humilité dans les réponses et dans les décisions qu'ils prennent. On prend des décisions sous le conseil, sous l'information des autorités sanitaires, mais ce que ça nous a aussi appris, et de manière dans l'autre sens, c'est que, d'où la décentralisation, c'est que les décisions unilatérales au niveau de l'académie, ça peut faire sens, mais souvent ça ne fait pas sens parce que la cantine de telle ou telle école, dans la même commune, ne sont pas de dispositions qui sont les mêmes. Donc c'est mieux que ça se décide localement. Vous voyez ? Donc, et aussi, non seulement il faut que ce soit adapté localement, donc je laisse l'intelligence des acteurs locaux, et en particulier des responsables politiques locaux, que sont les maires, je laisse leur intelligence agir dans ce sens-là. S'ils me disent ce qu'ils peuvent faire, j'ai la garantie qu'ils savent. Et puis, et ça c'est aussi important que les citoyens le comprennent, et donc quand vous représentez quelque part la voix des citoyens, c'est que dans un monde dans lequel on a quelques incertitudes, l'humilité est fondamentale. Donc tout ça, il faut être pragmatique. S'il y a le moindre problème, comme on disait tout à l'heure pour les cas des élèves dans les établissements, s'il y a la moindre difficulté, évidemment qu'on arrête. Oui. Tout ça n'est pas immuable. On va continuer de s'ajuster, on va continuer de s'adapter. Et donc, ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est ce qu'on pense tous être les bonnes pratiques et les bonnes solutions avec l'information que nous avons aujourd'hui. Ça se trouve, et je vais vous le dire, je ne suis pas sûr que si on avait fait cette conférence de presse il y a 3 semaines, je ne suis pas sûr que ma réponse aurait été exactement celle que je suis en train de vous donner. Et donc je ne suis pas sûr non plus que si je la refais, et comme je vais en faire une à la rentrée vraiment,
je ne suis pas sûr que toutes les réponses que je vous donnerai à ce moment-là seront les mêmes que celles que je vous donne aujourd'hui. Si tout le monde comprend ça, y compris les parents d'élèves, qu'on est dans un monde où l'incertitude, elle est forte, c'est pas faute de qui que ce soit. C'est juste qu'on est dans une situation où on fait face à une épidémie qui est inédite. On fait face à une rentrée qui est inédite. En général, les premières conférences de rentrée, on les fait la dernière semaine d'août. Donc c'est aussi inédit qu'on fasse déjà des conférences de rentrée à cette période de l'année. Donc tout cela est inédit. Donc chacun de nous, parce qu'il y a un objectif qui est partagé, et c'est le seul qui doit nous guider, c'est l'éducation de nos enfants dans les meilleures conditions de Monsieur le directeur, une dernière question, petite question. Une rumeur voudrait que vous seriez sur le départ. Est-ce une info ou une intox? Je vais vous répondre par un petit jeu comme le vôtre. À ma première conférence de presse en Guyane, c'était très exactement le 14 janvier 2017. La première question qui m'a été posée était celle-là.